matinale Toxa, 8h-10h, à la volée. Et à la volée, et surtout émission spéciale autour de Donald Trump et de ce qui se joue en ce moment aux États-Unis. On revient sur cette scène mythique qu'on va vous passer dans quelques instants de la tentative d'assassinat de Donald Trump ce week-end. Pour en parler, pour analyser et tenter de tout comprendre et de tout dire, nous sommes avec deux invités que je suis très heureuse de recevoir. Bonjour Éric Donessé. Bonjour Clémence. Merci d'être avec nous, directeur du CFDRL, le Centre français de renseignement. Nous sommes également avec Renaud Bochard, qui lui est en direct des États-Unis. Bonjour Renaud Bochard. Bonjour Clémence. Et merci également d'être avec nous. Avocat, auteur des Chroniques grégoriennes, c'est le Substack, et puis le livre Christopher Lasch, un populisme vertueux, aux éditions Michalon. Alors on revient sur cette scène. Je vous propose, avant d'en parler, de la regarder. D'ailleurs, c'est wait qu'on entend bien, où il veut pas apparaître en personne finalement abîmée à terre. Il se relève et il met ce point, évidemment la fameuse trace de sang, une trace de sang qui a été beaucoup instrumentalisée aussi ici dans les médias français. Je vous propose de regarder, avant de vous donner la parole, cette une de Libération particulièrement choquante, où on peut lire A History of Violence. Donc évidemment, il s'agit de parler de la violence ici. Enfin, il y a un sous-entendu, la violence de Donald Trump. On le voit d'ailleurs, on a l'impression que c'est le sang qui sort de ses lèvres. Donc c'est évidemment instrumentalisation franchement déplacée, alors qu'il y a eu une tentative d'assassinat contre Donald Trump. Mais on revient sur tous ces sujets avec vous deux. Renaud Bochard, pour commencer, puisque vous êtes sur place, j'imagine que là, les États-Unis doivent être en ébullition. C'était déjà pas mal avec Joe Biden et la découverte, entre guillemets, de la sénilité. Mais alors là c'est vraiment c'est très très chaud et en pleine campagne présidentielle, évidemment. Oui, le moins qu'on puisse dire, c'est que les choses s'emballent. Et on voit de revenir qu'un certain nombre de vieux démons. J'ai vu sur un blog d'ailleurs démocrate pour la saison finale d'America, on ranime cette vieillerie qui était les assassinats politiques. Oui. Donc on retrouve quand même on est vraiment dans quelque chose de tout à fait. On est dans une amplification encore d'une année déjà complètement folle. Oui. Et attendez-vous en même temps à vraiment une bataille de communication, puisque c'est là que les choses fondamentales vont se jouer autour de cette tentative d'assassinat qui va générer des théories du complot pour des années, voire des décennies. Donc, c'est et de chaque côté. Ça a d'ailleurs commencé avec la théorie la plus folle qui est échafaudée par le donateur du parti démocrate, Reid Hoffman, qui est le fondateur de LinkedIn, qui prétend qu'il s'agira d'un false flag assassination, donc d'un faux drapeau, faux drapeau, d'une opération d'une opération du Kremlin. Donc tout de suite, on ressort l'épouvantail russe qui fonctionne à chaque fois contre Donald Trump, enfin qui fonctionne en tout cas pour faire de la fumée, mais pas après dans les procès. On voit bien qu'à chaque fois, finalement, ça se termine en non-lieu, cette histoire. Oui, on ressort vraiment toutes les ficelles, et effectivement, on n'est jamais loin. En fait, dès qu'il se passe quelque chose, dans les heures qui suivent ou les jours qui suivent, vous avez toujours l'explication par la filière russe. Donc, bien évidemment, c'est quand même intéressant que ça vienne de Reid Hoffman, parce que Reid Hoffman avait injecté pas mal d'argent il y a quelques semaines pour pouvoir, autour d'une stratégie pour contrer la campagne de Trump sur précisément les vidéos de Biden le faisant apparaître comme un homme sénile. Donc, dans la réaction contre, en alléguant que ces vidéos seraient des deepfakes, Reid Hoffman était au centre. Et sinon, à part Reid Hoffman, la majorité des médias réagissent comment aujourd'hui, et puis des Américains. Je veux dire, il y a aussi toute une, j'imagine, toute une population qui se soude derrière ce candidat qui finalement a frôlé la mort. Il est évident que la population est en état de choc. Beaucoup de gens, j'ai un certain nombre d'amis qui sont
plutôt d'obédience démocrate qui eux-mêmes pensent que de toute façon, d'abord ça joue en faveur de Trump puisque on a d'un côté Biden, l'homme sénile, et Trump maintenant qui évite les balles. Oui. Donc ça le fait apparaître comme vraiment le candidat, enfin comme on a déjà un président élu. C'est comme une espèce de manifestation providentielle. Il est clair que du côté de l'Amérique qui n'est pas férocement partisane en faveur du Parti démocrate, c'est aussi un émoi. On est très inquiet. On voit encore une fois un effet d'emballement dans une année qui est marquée et qui est déjà très très dystopique. C'est le moins On qu'on va puisse revenir dire. évidemment sur toute cette Euh, partie dystopique. Éric on va y Denessé, revenir. côté français, là aussi on peut être étonné. On va commencer par le traitement médiatique avant d'aller dans le fond de l'affaire, hein. Là aussi on peut être étonné par le traitement médiatique qui est fait. J'ai présenté la une de Libération. On a aussi tous les éléments de langage qui parlent de Donald Trump blessé à l'oreille, comme si ça permettait de minimiser le fait qu'il y avait véritablement une tentative d'assassinat. Enfin voilà, on ressort un peu les mêmes ficelles de ce côté-là. Alors Oui, oui, alors, Euh, pardon. Alors, allez-y, Eric Denessé, et puis après, Renaud Bochard. bon, ce n'est pas si étonnant que cela quand on voit la position qu'ont prise les médias français tout au long de ce conflit Ukraine-Russie. Donc on voit que systématiquement on soutient Biden, le camp démocrate aux États-Unis. On l'a vu d'ailleurs depuis plusieurs semaines dans les débats qui ont lieu autour de la sénilité de Joe Biden et aussi des chances d'élection de Donald Trump. Effectivement, là, on peut dire que la première page de Libération est assez déroutante pour rester correct. Oui. C'est d'autant plus, je dirais, d'une certaine manière, surprenant, puisque le rédacteur en chef est Dov Alfond, un ancien Israélien de l'unité 8200, et que Trump est quand même le candidat qui est le plus favorable à Israël aujourd'hui dans la perspective des prochaines présidentielles. Donc voilà, il y a des choses qui trompent. En même temps, effectivement, comme le disait très bien M. Bochard tout à l'heure, c'est que nous sommes confrontés aux États-Unis avec une explosion des théories conspirationnistes. Alors, c'est toujours terrible, c'est qu'il y a souvent une base réelle qui Et oui. permet de se dire qu'il y a des choses qui ne se sont pas passées normalement, et elle ouvre immédiatement la porte à toutes sortes de théories du complot. Alors, on a même entendu depuis 24 heures le fait que c'est Donald Trump qui aurait pu organiser lui-même cet attentat contre lui. Tous ceux qui sont passionnés par l'affaire de JFK, Et oui. considère que c'est aussi une action de l'État profond. La seule chose que l'on peut observer, c'est qu'effectivement, il y a eu un raté terrible entre ce qui relève des fonctions du Secret Service, de la police locale et du département of Homeland Security. Et puis, il y a malgré tout aussi un certain nombre de fondements. On sait très bien la manière selon laquelle, tout au long des 4 années de son mandat, les gens de la communauté du renseignement ont essayé je dirais, d'éliminer ou de décrédibiliser Trump sur un plan politique, quand je dis éliminer. Et voilà, tout ça va prêter, bien sûr, le flanc à de très nombreuses théories fantasmagoriques, probablement. Alors oui, vous dites, mais c'est intéressant de dire, certes, il va y avoir des théories dans tous les sens, on commence à en parler, hein, on a aussi le camp démocrate qui part dans ces théories en disant que c'est les Russes, et cetera. Mais encore une fois, comme vous le disiez, il y a toujours, il y a parfois des bases, en tout cas des faits, voilà. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on s'intéresse aux faits qui permettent en tout cas, enfin qu'il faut analyser et critiquer. Et dans ces faits, il y a en effet cette, défaillance, c'est le moins qu'on puisse dire, ou ce manquement grave, qui a eu lieu pour la protection, de cet ancien, président de la République, Donald Trump. Là-dessus, j'imagine pareil, là, ça doit, Renaud Bochard, ça doit faire beaucoup parler aux États-Unis. Quelles sont les dernières informations? Ce qui est sûr, c'est qu'on voit quelqu'un sur un toit qui a été visiblement repéré à l'avance, mais sans intervention, qui était à un lieu assez stratégique. On ne comprend pas comment déjà il a pu s'installer à ce lieu sans être repéré. Voilà, il y a beaucoup de questions déjà de ce côté-là. Je ne sais pas où on en est dans les analyses au niveau des États-Unis, dans les analyses sur ces faits. Où on en est, alors d'abord, la chose la plus, bon, ça c'est peut-être la seule chose sur laquelle tout le monde est d'accord,
c'est que c'est un énorme raté de la part des services secrets. Je rappelle que les services secrets, faut comprendre les services secrets comme vraiment les services de protection des personnalités politiques et des chefs d'État des chefs d'État en visite. Donc, il ne s'agit pas quand on parle de services secrets, il ne faut pas penser CIA, FBI. Donc, c'est un département du département, c'est une agence qui est logée au sein du Department of Homeland Security. Donc, quand on entend service secret, encore une fois, ça assure uniquement la protection d'un certain nombre de personnalités politiques américaines et étrangères. Donc, rater des services secrets, ça, c'est tout le monde est d'accord. Il est très très étrange effectivement qu'un tireur ait pu se positionner à une distance d'à peu près un petit peu plus de 100 mètres en fait. Il parle de 130 yards, donc qui ferait à peu près 115 mètres. Donc c'est très proche effectivement du podium. Ce qui est plus important depuis hier, c'est qu'on voit un, sortir un certain nombre de témoignages et de vidéos maintenant de gens qui étaient dans le public qui ont alerté les services secrets et la police de la présence de Oui. ce tireur et on voit qu'ils ont tardé en fait à intervenir. Oui. Oui, c'est vrai qu'il y Outre, a des vidéos, on va certainement les passer ici dans cette émission. Il y a des vidéos où on voit en effet des personnes qui commentent et qui disent mais il y a cet homme ici sur le toit, c'est quand même c'est assez impressionnant. Alors c'est parmi les choses qui vont alimenter le plus de théories conspirationnistes, hein, et pour cause, puisque c'est extrêmement troublant. Et c'est un événement, c'est un fait troublant qui vient s'ajouter à d'autres faits troublants. Le fait que le tireur est raté, Oui. lorsqu'on sait par exemple que le corps des marines est entraîné à tirer à peu près 500 mètres. Là, on était à un peu plus de 100 mètres. Mais quel Euh, tireur a raté, vous voulez dire? le Matthew Crooks, hein, Oui, il a, enfin, son but n'était pas de blesser Trump à l'oreille. oui, certainement, oui. Oui. Donc, j'ai entendu en même temps un certain nombre de spécialistes en fait de tireurs d'élite qui disaient mais en fait lorsqu'on veut vraiment assassiner quelqu'un, lorsqu'on veut atteindre une cible, on a tendance à tirer plutôt dans le thorax, plutôt que viser la tête. Enfin bon, il y a un certain nombre de choses qui sont tout à fait Oui, mais lui, troublantes. c'est pas un tireur professionnel, si? Non, mais enfin, on ne sait rien en fait. En même temps, c'est ce qui a été tout à fait intéressant sur la personnalité de Matthew Crooks. Les seules choses qui ont été révélées en fait par la presse, c'est il était enregistré comme républicain les registres électoraux, mais qu'il aurait donné 15 euros en fait à un PAC démocrate lors de l'élection de 2020. Donc, mais toutes les traces en fait de Matthew Crook, y compris la possibilité d'un éventuel manifeste, ont été gommées, ont été effacées par le FBI qui est en charge de l'enquête. Oui. Donc, c'est À ce sujet, juste je vais faire une réaction avec Éric Denessé concernant aussi ce qu'on a pu lire nous en France concernant cet assassin, cet assassin, puisque de toute façon il a tué d'autres personnes derrière. Matthew Crooks, 20 ans, blanc et républicain. Voilà ce qu'on peut lire encore sur Libération, évidemment. Donc Libération qui s'intéresse soudainement à la couleur de peau, c'est pas d'habitude pas leur fête, hein. Et républicain, bon, voilà, c'est vrai qu'on a vu qu'il était affilié à républicain. On sait aussi que les parents, a priori, étaient plutôt côté Biden, et puis qu'il a participé à différentes manifestations, une manifestation Antifa à Seattle en 2023, une à Portland Unrest, là, ils auraient participé à une émeute. Donc voilà, c'est pas tout à fait le profil typique du républicain qui visiblement n'intéresse pas forcément Libération ici. Éric Denessé, je ne sais pas si vous avez un commentaire à faire aussi de ce côté-là, sur le profil de l'assassin. Écoutez, je vous dirais qu'on n'en sait pas encore assez, et puis surtout que c'est pas tellement dans la presse française qu'il faut trouver les informations intéressantes. On C'est regarde tous certain. beaucoup ce qui se passe aux États-Unis, et notamment pour revenir sur l'acte lui-même, il faut
il faut relever, si les informations qui nous sont communiquées sont bonnes, parce qu'on doit être bien sûr très méfiant, que Mathieu n'était pas doté d'un fusil de tireur d'élite, il était doté d'un fusil d'assaut de qualité, et que la question qu'on se pose, c'est effectivement pourquoi est-ce qu'il n'a pas tiré dans le thorax, probablement. Alors, soit il le savait que Donald Trump portait un gilet pare-balles, ce qu'on ne sait pas en réalité, et quand on touche l'oreille, ça veut dire qu'on a raté sa cible de 3 centimètres. Hmm. Vous imaginez 2 ou 3 centimètres à droite, la balle rentrait dans la joue, dans le tympan de l'ex-président. Effectivement, tout ce que l'on observe, c'est que les différentes bulles de sécurité qui sont mises en place de manière périmétrique dans ce genre d'événements, avec d'abord le Secret Service qui est chargé de la protection directe, puis la police qui est chargée de la zone périphérique. Il y a ce troisième élément, c'est qu'en temps normal, tout est piloté par le DHS, et que donc des drones auraient dû être présents. Eh La, oui. la vraie question qui se pose, et c'est tout le débat aujourd'hui que sont en train de pousser les républicains au Congrès avec l'enquête qui va avoir lieu, c'est est-ce qu'il y avait des insuffisances en matière de sécurité, aussi bien au niveau de la police locale que du Secret Service. Également, bien que l'un des directeurs de cet organisme ait répondu déjà, certains républicains les accusent d'avoir, je dirais, refusé le renforcement des moyens de sécurité autour de Donald Trump. Voilà, tout ça sont des choses qui vont devoir être précisées dans les jours qui viennent, et qui vont, en fonction des réponses, permettre soit d'y voir plus clair, soit de donner justement le libre cours à une théorie d'assassinat organisé pour que l'ex-président ne puisse pas aller aux élections. Parce qu'il faut être très clair aujourd'hui, il y a quelque chose d'intéressant aux États-Unis, c'est que Trump est beaucoup moins incontrôlable que dans les élections précédentes et que pendant qu'il était président. Il est assez surprenant, il fait preuve davantage de mesures Hmm. que ce que l'on connaissait. Même d'ailleurs, sa réaction est assez mesurée aujourd'hui. Et puis, on sait qu'en Oui. face, les démocrates sont totalement perturbés par ces luttes intestines, le refus de Trump et de son entourage, pour l'instant, de sortir comment dire, de la candidature, le blocage d'une partie des fonds qui ont été levés sur le nom de Donald Trump, le fait que Kamala Harris soit extrêmement décriée en interne par beaucoup de démocrates qui ne veulent surtout pas la voir arriver au pouvoir, lui donner la responsabilité de l'arme nucléaire et quelques autres responsabilités de ce type-là. Donc, il y a bien sûr les complotistes, ils verront bien un intérêt direct de l'État profond contre l'ex-président Trump. Oui, il y a un intérêt direct puisque finalement, voyant le danger imminent, c'est ça, hein, c'est de se dire on a tout tenté, le procès, poussé Biden, mais ça n'a pas marché. Kamala Harris est trop dangereuse, donc finalement, Biden contre vents et marées, pardon, Donald Trump contre vents et marées monte en puissance aujourd'hui et paraissait, c'est ce que vous nous disiez, Renaud Beauchard, déjà lors de vos dernières interventions, paraissait plus que jamais le candidat gagnant de ces élections. Et face à cette incompatibilité, on va dire, et impossibilité de combattre ce candidat sur le terrain du débat ou des judiciaires, d'ailleurs, Renaud Beauchard, je me rappelle que vous disiez la dernière fois, la solution, je ne sais plus comment on disait, c'était D ou F, je ne sais plus, Oui, pour se débarrasser de Trump, ce sera probablement l'assassinat. Bon, euh, encore une fois, on n'est pas ici en train d'alimenter une théorie du complot. On se demande juste comment, aujourd'hui, qui peut avoir intérêt à ce genre d'assassinat et comment et pourquoi. Alors, je voudrais revenir justement sur ce que ça va provoquer aussi aux États-Unis et notamment pour Donald Trump, le retour pour lui et finalement de cette tentative ratée. Le fameux wait, wait, wait aussi, Renaud Beauchard, on ne l'a pas commenté. C'est cet homme qui veut se relever, et j'imagine qu'il doit être sous le choc, et qui veut se relever malgré tout et montrer son poing levé, c'est aussi une image très forte qui a dû plaire aux Américains. oh, c'est l'image qui est ressortie d'ailleurs, la photo de Trump en fait avec le poing levé, avec le drapeau et les agents des services secrets l'entourant et vraiment va être maintenant son affiche de campagne. Oui, Donc encore une fois, là, pour la communication de Trump, c'est absolument formidable. Mais juste un point, à mon avis très, très important, mhm. c'est que vous avez dit que c'est le point culminant en fait d'un certain nombre de manœuvres. Je rappellerai quand même qu'on a tout tenté en fait pour éliminer Trump. Bah, Euh, rapido, oui. des
changer les systèmes, instituer quasiment une saison de vote, le vote par correspondance en 2020, le faire censurer, le faire déclarer en faillite, le faire emprisonner. Toutes ces voies ont échoué et on est devant en fait l'aboutissement quelque part d'un processus logique qui conduit en fait à l'assassinat. Là-dessus, je voulais revenir sur un article, une tribune particulièrement éloquente en fait qui avait été écrite par l'intellectuel néoconservateur Robert Kagan, qui est aussi le mari de Victoria Nuland, dans le Washington Post le 3 décembre 2023, tribune qui disait qu'en fait la perspective d'une dictature de Trump devient inévitable et qui comparait en fait la possibilité d'une seconde présidence de Trump comme une météorite lancée à toute vitesse en direction de la Terre et qu'il convenait d'arrêter. Je rappellerai en même temps que, par exemple, le représentant à la Chambre, Dan Hoffman, parlait de liquider Trump à l'automne 2023. Vous avez aussi un certain nombre d'influenceurs démocrates après la décision de la Cour suprême sur l'immunité, qui ont interprété la décision de la Cour suprême sur l'immunité comme donnant un pouvoir à Biden pour faire assassiner en fait Donald Trump. Biden aurait été entendu auprès de donateurs en disant il est temps de mettre Trump devant le viseur. Oui, ça peut être des expressions qui aujourd'hui prennent tout leur sens, mais évidemment, ça peut être que des expressions. Quand on dit liquider, ça peut être une façon, on peut parler sur le terrain judiciaire, par exemple. Oui, mais il y a quand même il y a eu une inflation en fait des propos comparant Trump au plus grand danger pour la Oui, démocratie, comparant à Hitler, etc. Lorsque vous commencez à comparer quelqu'un à Hitler, oui, nécessairement, ça fait apparaître un danger tel que oui. peut-être peut-on employer des moyens complètement des Oui, moyens vous expéditifs. échauffez les esprits. D'ailleurs, c'est aussi un des retours aujourd'hui dans les médias américains, si j'ai bien suivi, c'est de se dire on est peut-être allé trop loin dans la, dans l'échauffement des esprits, dans le fait de dire, mais je crois que ça visait les deux camps, démocrates et républicains, de dénoncer l'autre comme étant le diable incarné. Oui, alors, je pense qu'il Alors, y a un Éric autre de élément Nessé, oui. qu'il faut garder à l'esprit, il y en a deux d'ailleurs. L'un qui était évident, c'est que la violence fait partie de la vie politique américaine, comme on le voit. Je crois que c'est le 7e ou 8e président ou candidat à la présidence qui est victime d'une tentative d'attentat, dont certains ont réussi. Et puis, bon, et on le voit d'ailleurs dans la vie quotidienne des Américains, avec comment dire, ces tueries de masse à cause de la liberté de circulation des armes. Mais il y a un autre élément qu'il ne faut pas oublier, c'est que après son élection en novembre 2016, sa première élection, on a reproché à Donald Trump d'utiliser immédiatement ses tweets et Hmm. de beaucoup communiquer avant son arrivée au pouvoir en janvier 2017. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il craignait à l'époque lui-même, son entourage l'avouait, une première tentative d'assassinat pour l'empêcher d'accéder à la Maison-Blanche. Et on se souvient que aussi le jour de sa prise de fonction, enfin quelques jours avant sa prise de fonction, il avait fait changer un certain nombre de dirigeants militaires, notamment de la Garde nationale, qui étaient chargés de sa sécurité. Alors cette affaire, on s'en souvient pas très bien, mais il y avait déjà de la part de l'ex-président des craintes réelles, bien sûr sans compter celles qui sont multipliées, comme le rappelait M. Bochard. L'autre élément qu'il faut avoir à l'esprit, et vous le disiez, c'est cette logique qui finalement est très favorable aux candidats républicains. Oui. Et je crois que cet attentat vient d'effacer d'un trait de plume l'affaire du Capitole. Et donc le fait qu'on pouvait le présenter comme ayant plus ou moins directement lui-même lancé l'action des militants qui ont Oui. envahi le Capitole, je crois qu'il peut très facilement la retourner aujourd'hui en disant que s'il n'y a pas de complot, de toute façon, les propos qui ont été tenus à son encontre depuis maintenant plusieurs mois sont une incitation à l'assassinat qui peuvent être reprises par des individus incontrôlables qui considèrent qu'ils sont Hmm. investis d'une mission divine et qu'ils vont rendre service à l'ensemble de la communauté américaine. Mais voilà, sans parler, bien sûr, sans donner Oui, corps à cette d'instrumentalisation complot. de l'État Voilà. profond. Hmm. D'ailleurs, enfin, même si, pardon, là, pour le coup, je réfléchis un petit peu au-delà de ce que vous disiez, mais
ça pourrait être un outil de l'État profond que d'allumer des esprits faibles, entre guillemets. Donc, on sait que l'État islamique fait ça aussi. Pourquoi pas? Enfin, je veux dire, réfléchissons seulement, hein. Renaud Beauchard. Oui, sur la logique de l'État profond, en fait, il importe assez peu de savoir si l'État profond a été impliqué dans cette tentative ratée d'assassinat. Maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir comment l'État profond va utiliser ces faits dans les mois suivants S'en sortir. pour, euh, pour permettre l'élection ou l'investiture en janvier prochain d'un candidat démocrate. Et là-dessus, moi, je voudrais vous dire que vous Mm. allez sans doute entendre parler beaucoup de guerre contre le terrorisme domestique ou de terrorisme MAGA. Il n'est pas du tout inenvisageable. Alors, en même temps, ça a été d'ailleurs un des points tout à fait intéressants de la réaction immédiate des médias. Parce que les médias, d'abord, ont commencé à dire, bon, on commençait en fait à gommer en fait ce qui s'était passé en disant Trump est tombé après qu'on ait entendu des bruits. Puis ensuite, on a commencé à voir un autre message se développer en disant le principal danger qui menace les États-Unis, ça n'est pas la montée de la violence contre Trump, c'est le risque de réaction violente de la part de son électorat. Et encore une fois, là, Intéressant, oui. on va vers le terrorisme MAGA. Je rappelle quand même que le terrorisme MAGA, la présidence entière de Joe Biden a été située sous la conjuration de ce terrorisme domestique. Et ça fait très très longtemps d'ailleurs que Biden a été parmi les architectes en fait de la guerre globale contre la terreur. On a un certain nombre de choses qui se sont passées et rappelez-vous d'ailleurs du discours de Biden aussi à Philadelphie qu'on a appelé le discours heavy metal, vous savez, où il était sur un fond rouge et noir en disant le pays est menacé par le terrorisme d'extrême droite, par le terrorisme domestique, qui a un chef identifié, qui est Donald Trump, etc. Donc, on va, au cours des mois prochains, entendre beaucoup parler de terrorisme MAGA. Il suffirait qu'il y ait quelques actes de violence qui peuvent d'ailleurs, parce que ça c'est connu, le FBI et beaucoup d'agents provocateurs en fait, qui attisent un certain nombre d'actions, et on va sans doute voir une répression en fait accélérée et beaucoup utilisée dans le cadre de l'élection, la corde rhétorique du terrorisme domestique ou du terrorisme MAGA. Donc préparez-vous pour ça. Ça me paraît, Oui, ça me paraît. c'est très intéressant et vous nous aviez déjà alerté là-dessus. Et puis l'augmentation de la censure aussi, on l'avait vu avec la loi contre TikTok qui avait vocation à s'élargir aussi. Donc on voit bien aussi les instruments qui peuvent être utilisés de l'autre côté et comment, en effet, sur un fait qui n'est pas favorable, on va dire, aux démocrates, il peut y avoir un renversement de situation, renverser ça pour toujours contenir, on va dire, le vote, si ce n'est républicain, parce que je crois que Trump dépasse les républicains, enfin la catégorie des républicains, on va dire un vote anticonformiste pour reprendre ça. Juste une question avant de vous donner la parole, Éric de Nessé, sur tout ça, parce qu'évidemment ça c'est aussi votre domaine, la censure, comment réagissent évidemment les différents services, on va dire, américains. Mais une question, Renaud Beauchard, puisque vous nous aviez déjà parlé d'espèces de grands plateaux là, de jeux organisés par la CIA avec différents scénarios qui devaient être travaillés par en fait leurs contractants. Ils devaient préparer des scénarios de réponse, notamment on a un certain président qui est sénile. Quelles sont les réponses? Est-ce que vous savez si un des scénarios proposés c'était l'assassinat ou c'est quoi? Non, ça c'est pas quelque chose, une piste qui pourrait être intéressante. Pas à ma connaissance, mais je n'ai pas consulté la totalité du jeu de rôle diffusé par la société de capital risque de la CIA. Donc, non, je n'ai pas vu cette éventualité, mais il est possible qu'elle y figure. Il faudrait que j'ai pas eu. Ce serait intéressant. Non, ce serait intéressant seulement. C'était une question comme ça. Là, pour le coup, ça pourrait bien alimenter les théories du complot, mais en tout cas, on va dire des coïncidences.
En revanche, si vous voulez parler de jeux et de société et de télé-réalité, je voudrais quand même mentionner ce que sont en train de faire les démocrates Oui. avec la proposition par James Carville et par George Clooney de l'organisation d'une Blitz primary pour en fait faire désigner un candidat qui est d'évidence déjà choisi, qui serait une sorte d'espèce de jeu de télé-réalité animé par Bill Clinton, Barack Obama et sans doute un certain nombre de célébrités, dont Taylor Swift, obsédée par Oui. Taylor Swift, et George, pour en fait interviewer devant les caméras un certain nombre de prétendants en fait à la primaire démocrate afin de couronner quelqu'un. Alors, ce Le serait love invité. story du candidat des démocrates, quoi. Oui, donc là, préparez-vous à ça. On est encore là, encore une fois devant quand même une espèce de futur dystopique. Ce serait un Hunger Games Ah des oui, primaires c'est génial. démocrates. Ouais, ouais. Tout ça ajoute en fait à ce climat complètement surréaliste qu'on est Oui. en train de Et vivre la mise en abîme finalement de la scène qui n'est autre que ce que nous vivons réellement. Vous faites bien de citer Hunger Games parce qu'il y a ça aussi, et on voit bien que ça va jusqu'à la mort comme dans Hunger Games. Alors, je me retourne vers vous, Éric de Nessé, pour revenir sur en effet les différentes stratégies de réaction, en tout cas au moins, que peuvent avoir les différents services et le Parti démocrate face à cette nouvelle actualité. Ah ben, la première, c'est qu'ils ne vont pas avoir d'autre choix que de protéger Donald Trump de manière, je dirais, de plus en plus hermétique. Donc, je crois qu'on a peu de chance, si tout va bien, si les mesures sont prises, de voir une autre tentative de cette nature avant les élections, parce qu'aujourd'hui, Oui, les démocrates, le gouvernement Biden et le Secret Service seraient bien sûr désignés comme responsables s'il advenait une nouvelle tentative. Maintenant, la vraie question qui se pose, c'est comment vont réagir les différents services américains. Alors, il y a plusieurs choses. Vous évoquiez les jeux de rôle. Il est bien évident que dans cette communauté du renseignement américain, le cas de figure de l'assassinat d'un président est toujours extrêmement pris en compte, hein. C'est quelque chose qui, depuis les années 60, fait partie de leur mode de fonctionnement, et c'est déjà un case studies qui a donné lieu à toutes les procédures voilà, qui seraient appliquées immédiatement. Je ne sais pas s'il y en a un sur l'élimination d'un éventuel candidat qui pourrait être élu. Ça, c'est l'élément intéressant. Après, le problème qui se pose, c'est que d'abord, toutes les agences ne sont pas monolithiques, mais les principales agences aujourd'hui de renseignement aux États-Unis sont très clairement pro-démocrates. On les a vus s'engager, y compris de manière illégale, c'est-à-dire en falsifiant des informations, en faisant toute une série de courriers, soit pour protéger le clan Biden et notamment Hunter Biden, soit en attaquant Trump à de nombreuses reprises. Alors, ce sont principalement la CIA, le FBI, mais aussi le DNI, la Direction nationale du renseignement, qui ont tout été impliqués. Le renseignement militaire est beaucoup moins concerné par cela. Il reste un petit peu en dehors du jeu, mais ces trois principales agences, et bien sûr, il ne faut pas oublier la NSA, sont toutes finalement, en tout cas, leurs dirigeants sont coordonnés pour faire tout ce qui est en leur possible pour empêcher Donald Trump d'arriver au pouvoir. Alors, a priori, par des voies légales, par de l'influence, par de la tromperie. Personne ne peut dire à ce jour s'ils ont décidé de passer à l'action de manière plus violente, mais on en a déjà tellement d'exemples pendant les 4 années, et même juste avant que Trump n'arrive au pouvoir, que effectivement, la stratégie avait été clairement. Vous faites la référence à quoi quand vous dites juste avant qu'il n'arrive au pouvoir? Eh bien, on avait commencé à voir les attaques contre Mike Flynn, qui est un ancien Oui. patron du renseignement militaire, qui était accusé d'avoir eu des contacts avec les Russes, qui en tant que tel n'est pas illégal, y compris dans une campagne présidentielle, et qui avait dû démissionner. Je ne me souviens pas si c'est juste avant l'arrivée au pouvoir, enfin qui avait dû laisser tomber alors qu'il était pressenti comme étant un des acteurs majeurs du renseignement. Après, en interne, dans les structures du renseignement américain, on va trouver autant de démocrates que de républicains, mais ce qui est indéniable, c'est que alors ce qu'on appelle l'État profond, il ne faut pas nécessairement y voir du complot. Je dirais qu'il existe des États profonds partout. En France, c'est Oui, des l'administration. intérêts, Voilà. oui, En URSS, ça a été longtemps le KGB. En bien sûr. Angleterre britannique, ça va être. Voilà, on doit considérer que l'État Des intérêts profond, qui dépassent le politique, en fait, c'est ça que ça veut dire, non? oui, qui sont des structures durables qui Mmh, finalement ont toujours eu une influence, alors positive, parfois négative, sur l'évolution d'un pays, qui représente mmh. un petit peu sa colonne vertébrale. Mais on voit malheureusement que cet État profond américain dérive depuis de nombreuses années
On a vu les opérations d'espionnage du Congrès, hein, également lancées par la CIA. Et on voit très bien d'ailleurs la manière dont aujourd'hui la CIA fait une désinformation massive sur le conflit russo-ukrainien, parce que c'est une autre des craintes, bien sûr, des dirigeants démocrates, c'est les prises de position de Donald Trump sur une sortie rapide du conflit ukrainien en cas d'élection. Or, il faut rappeler qu'aujourd'hui, beaucoup de gens aux États-Unis, dans les systèmes dirigeants, ont intérêt à ce que ce conflit se poursuive, non pas de manière violente, mais qu'il dure, à la fois pour affaiblir, pense-t-il, durablement la Russie, mais aussi parce que tout le monde a intérêt aujourd'hui, notamment le Pentagone, à ce que la tension existe, pour que des budgets plus importants soient votés, pour se préparer à un hypothétique conflit contre la Chine, et puis surtout parce que les néoconservateurs n'ont absolument pas envie de perdre la face. Et donc voilà, tout ça donne malheureusement beaucoup d'ingrédients à des explications possibles de l'élimination de Donald Trump. Oui, c'est très intéressant. Renaud Bochard, vous voulez ajouter quelque chose? Non, je pense que Éric Donessé a très bien résumé la situation de fusion, en fait, de fait des agences de renseignement de l'État, qui est complètement contrôlé par le Parti démocrate, ou en fait par ce qu'on appelle le parti unique, dans ses branches démocrates et républicaines, dans lesquelles Trump est effectivement un trublion. Mais fusion donc des agences de renseignement, des médias et du gouvernement. Ça a été le point central. Et là, je rappelle que le cœur de tout ça, encore une fois, c'est la guerre contre la désinformation. Rappelons-nous que même quelque part la réactivation en fait du spectre terroriste est a pour finalité ultime un contrôle complet de l'expression, des moyens d'expression et de toute la sphère Mais est-ce médiatique. que ça va pas être rendu possible avec cet attentat? Finalement, comme on commençait à le dire, vous commencez à le dessiner, ils vont réussir à retourner la situation et à dire Oui. attention, là, c'est le risque désormais d'une révolte populaire républicaine pro-Trump, un peu affolée, comme nous on décrivait les Gilets jaunes à l'époque. Donc il va falloir resserrer encore plus la communication, la liberté, etc. Ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. Vous êtes Ouais. vraiment au cœur de ce qui se profile. Et Renaud C'est Bochard, juste pardon, mais du coup, je comprends un peu mieux, je reviens sur ce que vous disiez au départ. C'est intéressant que finalement ce soit un profil républicain, puisque ça permet de dire, regardez, c'est un républicain qui est excité et qui a pris les armes, donc c'est bien eux qui sont dangereux. Non, mais c'est même mieux que ça, c'est que une tentative d'assassinat sur Donald Trump, tentative ratée d'assassinat sur Donald Trump, qui inaugure en fait une répression vis-à-vis du terrorisme MAGA, qui va être suivie par un certain nombre d'actes de violence spontanés ou coordonnés d'une certaine façon par des agents provocateurs de l'État profond. On risque de voir effectivement, c'est le prétexte formidable pour pouvoir engager un nouveau braquet, la vitesse supérieure dans cette répression du terrorisme domestique, le cœur, encore une fois, et le contrôle de toute l'expression sur la place publique. Ouais, Voilà. c'est vrai que ça Je donne. rappelle, Oui. Mais d'autant des, que Alors, Éric Denessé, allez-y. tout l'appareil est déjà en place. Je crois qu'il faut rappeler que les Américains, dès qu'ils ont commencé à maîtriser Internet et les réseaux sociaux, ont entraîné, provoqué, soutenu ce qu'on appelle les printemps et les mal nommées révolutions arabes. Et Hmm. puis très rapidement, ils se sont rendus compte qu'une partie non négligeable de cette sphère, je dirais, numérique leur échappait. Et très rapidement, ils ont inversé la logique alors qu'ils l'utilisaient à leur profit en pensant qu'elle véhicule, enfin en disant et en faisant en sorte qu'elle véhicule des images de liberté, voilà, qui leur permettaient de renverser un certain nombre d'États. On l'a vu dans les révolutions orange et dans les révolutions arabes. Après, ils ont refermé le système parce que Hmm. le système leur échappait Oui, finalement. oui. Et on l'a très bien vu ces dernières années, et c'est une chose que l'on mesure assez peu en France, c'est que on considère aujourd'hui que diffuser un email dans lequel on remet en cause les résultats des élections de 2020 est considéré, tenez-vous bien, comme une attaque contre les infrastructures vitales des États-Unis.
parce qu'on considère que les institutions font partie des infrastructures vitales des États-Unis, alors que ce ne sont pas au sens propre des infrastructures physiques, numériques ou autres, mais que le fait qu'un citoyen se permette d'envoyer un email qui laisse s'entendre que peut-être les élections de 2020 ont été manipulées, eh bien, il est arrêté, poursuivi ou condamné au titre de la sécurité nationale. Oui, Et depuis plusieurs mois, on voit d'ailleurs aux États-Unis, chez un certain nombre d'observateurs, des personnes, alors sûrement un peu excessives, mais qui disent qu'on pourrait très bien se retrouver avec un résultat d'élection qui donne 80% à Joe Biden et 20% à Donald Trump, alors que la réalité du terrain serait totalement différente. Et comme le disait M. Bochard tout à l'heure, effectivement, le vote électronique, ou c'est peut-être vous qui disiez ça, Clémence, le vote électronique permet encore plus de falsification bien sûr. que les traditionnels. Non, mais sauf que ça pose une vraie question si on n'a plus le droit de le contester. Ça veut dire que, malgré les évidences, on voit bien qu'aujourd'hui, même les démocrates se posent la question de Joe Biden, si c'est lui face à Donald Trump. Aujourd'hui, on a envie de dire c'est plié. Et là, d'après ce que vous nous dites, jusqu'au bout, les épreuves, et peut-être même contre la vérité, ne sont pas loin d'être, sont loin d'être terminées. Renaud Bochard. Ah, Oui, pardon. Renaud Bochard. Oui, je voulais vraiment, encore une fois, recommander vraiment un article de fond, en fait, sur cette question qui explique très bien ce que Eric rappelait Denessé-Lisée, oui. lorsqu'il disait que à un moment, on a effectivement transformé les élections en une infrastructure capitale des États-Unis, en une infrastructure qui est attaquée par des puissances étrangères. Et encore une fois, le nerf de la guerre, tout est expliqué dans un article que j'ai traduit et publié, un article de Jacob Segan, qui est publié sur mon Substack, qui s'appelle Un guide pour comprendre la guerre de l'information. C'est un article du 28 mars 2023 dans le magazine en ligne Tablet Magazine. Encore une fois, de Jacob Segan. Jacob est un ancien agent des services de renseignement de l'armée américaine, qui a opéré en Afghanistan. Et l'article relate un long essai qui relate, en fait, par le menu, toutes les facettes de cette guerre cette guerre de l'information, qui est vraiment, encore une fois, le point central de tout ce dispositif. Et on instrumentalise des choses comme le terrorisme, afin de pouvoir contrôler Toujours l'information. retourner dans son sens finalement. Renaud Bochard, est-ce que vous êtes inquiet pour terminer finalement tout à l'heure, Éric Denessé disait au moins la sécurité de Donald Trump devrait être assurée jusqu'au bout. Mais d'après ce qu'on entend, on a bien l'impression que la guerre sera livrée jusqu'au bout, que ce soit une guerre de l'information, une guerre juridique et une guerre physique, on l'a vu. Euh, Jusqu'au bout pour éviter le passage de Donald Trump au mandat présidentiel. Est-ce que vous êtes inquiet, vous, pour Donald Trump? Après, après ce qui vient de se passer, sans doute un peu moins, je pense qu'Éric Denessé a raison en disant que maintenant, on va sans doute renforcer la sécurité de Trump. Encore une fois, une sécurité assurée par des services secrets qui sont contrôlés par l'État fédéral. Mais je pense qu'effectivement, on devrait. Je pense que l'hypothèse d'une autre tentative d'assassinat, Oui, même là, on si est c'est sur l'intégrité physique, mais par exemple sur le vote, ou est-ce que finalement... alors Oui. là, tout est possible. Il faudrait qu'on reparle d'ailleurs, lorsqu'on se rapprochera de l'élection, de la façon dantesque dont sont organisées les élections Hmm. américaines, qui est assez incroyable, euh, de l'absence de vérification d'identité, au fait que maintenant c'est une saison électorale. Et on vote pendant 6 semaines, dans le Maryland en tout Hmm. cas, et dans un certain nombre d'autres États. Oui. Vous avez un certain nombre d'innovations juridiques, comme le ballot harvesting, qui permet à des gens de récolter un grand nombre de procurations. Vous avez tout est fait pour qu'on puisse douter, en fait, de l'intégrité du processus électoral. Ce qui n'est pas du tout nouveau d'ailleurs. Ça fait très longtemps, en fait, qu'il y a un mouvement demandant une intégrité du processus électoral, mais tout va vers son contraire, à commencer par effectivement l'instauration du vote électronique. Je rappelle quand même qu'à ce sujet, je suis, comme Français de l'étranger, j'ai été Oui. très surpris
recevoir les emails du consulat disant que pour les législatives, pour la première fois, on pouvait voter électroniquement, Vous ce qui faites est bien de le signaler et on en a fait une émission parce que c'est intéressant quand même. Tous les votes de l'étranger ont donné grand vainqueur alors que c'était pas la même chose aux urnes, les candidats macronistes. Alors encore une fois, et on va pas faire de conclusion hâtive plutôt. Seulement le sujet c'est toujours ça, c'est que tant qu'on n'a pas les moyens de contrôler, et qu'aujourd'hui ces moyens nous sont refusés, que apparemment on a deux trois candidats de l'étranger, donc dont Meilleur Habib et dont François Asselineau, qui demande à avoir les informations pour mieux comprendre la divergence de vote qui se passait dans les urnes et le vote numérique. Je précise aussi, vous parliez des procurations, qu'on a battu tous les records de procuration pour ces législatives. Donc voilà, des éléments qui font que oui, on peut s'interroger sur une certaine fiabilité, surtout quand les éléments qui nous permettraient de ne plus croire, avoir de doutes, ne sont pas donnés. C'est toujours la même chose. Éric Donessé, je ne sais pas si vous voulez réagir à ça rapidement, C'est avant parce de que conclure. le vote électronique est aujourd'hui la porte ouverte à tous les abus, hein. C'est une chose contre laquelle nous devons, en tant que citoyens, lutter, même si, on le sait bien, on a de plus en plus de mal à trouver des assesseurs dans les bureaux de vote en Eh oui. France, que ça a parfois donné lieu à quelques empoignades dans les décennies passées. Mais c'est malgré tout un exercice incontournable je dirais, du vote, enfin, de la démocratie, et on doit s'y attacher avec toute la force nécessaire. Non, et puis je reviens également sur ce que vous évoquez, c'est que ce que décrivait Renaud Renaud Bauchard tout à Bochard. l'heure concernant le terrorisme MAGA, c'est aussi je dirais d'une certaine manière, ce qui a été fait par l'OTAN dans les pays occidentaux ces derniers temps, en faisant monter en puissance cette peur de l'extrême droite et d'attitudes violentes qui pourraient résulter d'une victoire ou d'une défaite au vote d'ailleurs, pour essayer de maintenir le système en place. Donc on est avec du retard en Europe sur des logiques qui s'approchent de celles des États-Unis. Les États-Unis sont allés beaucoup plus loin dans l'instrumentalisation de ces méthodes, de cette idéologie et la mise en place de systèmes qui leur permettent, on en est malheureusement aujourd'hui convaincu, même si on ne peut pas en apporter toutes les preuves, on en a certaines, hein, de cette falsification des votes. Et puis avec ce paradoxe qu'il faut quand même sans cesse rappeler, c'est que l'argument selon lequel il y a des ingérences étrangères est probablement vrai d'une certaine manière, Bien sûr. sûrement démesurément grossi, mais alors venant d'un État qui a fait le plus de coups d'État, le plus de renversements de régime, le plus de révolutions colorées dans le monde, ça prête toujours à sourire. Et là, ce que vous venez de dire, c'est très important. Vous dites que finalement, l'instrument de l'OTAN, qui était celui d'allumer des révolutions colorées, maintenant on le sait, c'est alimenté, hein, à l'étranger, est aujourd'hui appliqué à son propre pays. C'est ça, en fait, que vous êtes en train de nous décrire. Parce que l'élément qui est important, regardez ce qui s'est passé en Georgie, où à quelque chose près, la loi contre les ingérences étrangères qui a été votée maintenant par le gouvernement de Tbilissi n'est pas très différente de la loi qui est en vigueur aux États-Unis. Oui. Et donc on retrouve ce deux poids deux mesures que l'on reproche aux États-Unis et à l'Occident depuis le début du conflit ukrainien, c'est qu'effectivement, quand le système échappe à Washington, c'est-à-dire que quand la population ou un gouvernement se prononce pour une décision, va dans une direction qui n'est pas celle que souhaitent les États-Unis, eh bien, on voit le système s'inverser et soit les sanctions juridiques, soit effectivement des campagnes de guerre de guerre de l'information, je crois qu'il faut l'appeler comme ça, Hmm. très très efficaces qui sont mises en place contre eux. Oui, pour rappel, hein, la loi dont vous parlez de Tbilissi, c'était bien une loi de lutte contre les ingérences étrangères qui, comme vous le dites, est tout à fait parallèle d'ailleurs à ce qui est aussi mis en place au niveau européen et au niveau américain, évidemment. Renaud Bochard, le mot de la fin. Oui, c'est de très bonnes conclusions en fait sur les révolutions de couleur. Nous, ce à quoi nous sommes en train d'assister, l'utilisation en fait des techniques utilisées par les États-Unis dans un certain nombre de pays pour orchestrer une révolution de couleur, cette fois-ci aux États-Unis. Et là-dessus, je voulais donner une recommandation. Il y a une série d'articles absolument formidables d'un substacker qui s'appelle Nicolo Soldo. Le titre de son substack s'appelle Fisted by Foucault, qui a fait un certain nombre une série d'articles sur toutes les révolutions de couleur. C'est ce que j'ai lu de mieux sur le sujet. Donc vraiment, Hmm. vraiment à lire. C'est dommage. Particulièrement d'actualité.
anglais, mais c'est particulièrement d'actualité. Bah, on va attendre votre traduction, René Bochard, on compte sur vous. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux pour cette analyse très approfondie. Je crois que c'est justement ça qu'on recherchait, au-delà évidemment des complots, des théories des uns et des autres, les faits et les analyses. René Bochard, je rappelle justement, c'est Chroniques grégoriennes, votre Substack, hein, dans lequel vous aviez plusieurs recommandations de lecture. Éric Denessé, directeur du CFDR, le Centre français de renseignement, également avec votre site et vos livres édités par le CFDR qui sont tout à fait d'actualité. Merci beaucoup à tous les deux pour cette analyse approfondie et on continuera de suivre, on l'a dit, et tout au long de cette campagne présidentielle, ce qui se passe aux États-Unis. Merci encore. Merci. Merci.